l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Quintane pour un épisode spécial enregistré en public depuis la Gaîté Lyrique. Bonsoir Nathalie Quintane, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, poétesse et professeure de français. Artisane de la langue, cela fait plus de 20 ans que vous publiez des ouvrages. Vous avez notamment écrit Chemoule, un chat français, en 2025, Tout va bien se passer, en 2023, Les enfants vont bien, en 2019, Un œil en moins, en 2018, Que faire des classes moyennes, en 2016, Crâne chaud, en 2012, ou encore Tomate, en 2010, tous parus chez POL. D'autres de vos livres ont été édités par La Fabrique, Les années 10, Ultra Proust, Un hamster à l'école. Vous avez également participé à 2 ouvrages collectifs parus à La Fabrique, Contre la littérature politique en 2024 et Toi aussi tu as des armes en 2011. Le mois dernier, vous publiez à nouveau à La Fabrique votre dernier livre, 70 fantômes, choses vues. Dans 70 fantômes, vous présentez 61 courts textes, tous titrés, qui prennent pour point de départ un détail, un mot, un geste, des choses vues et entendues qui vous ont saisi par leur incongruité et que vous interprétez comme l'arrivée d'une expérience fasciste. Comment est née chez vous la nécessité de raconter ces micro-événements du quotidien et qu'est-ce que, pour vous, un flash fasciste? Alors le mot lui-même vient de ce livre auquel vous avez fait allusion, Tomate, qui est sorti il y a déjà assez longtemps, c'était 2010, quelque chose comme ça, donc ça fait 25 ans. Ce livre était lié à une affaire un peu particulière, l'affaire de Tarnac. C'était l'époque de Sarkozy, Michel Alliot-Marie, on avait accusé des jeunes gens d'avoir posé des caténaires sur des lignes TGV pour saboter. En fait, c'était un acte de sabotage. Ça en est suivi une dizaine d'années de procès, ils ont été relaxés. Mais quand l'affaire a éclaté, en fait, il y a eu des comités de soutien qui sont ouverts un peu partout en France. Et là aussi où j'habite, je vis dans le sud-est. Et en fait, ces comités de soutien politisés, forcément, ont amené un ami proche à faire un peu de garde à vue. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a eu une sorte de bascule personnelle aussi, qui fait que je me suis dit à certains moments, tiens, peut-être que quand je téléphone, il faut que je fasse attention à ce que je dis, ce qui m'était jamais arrivé du tout avant. Et je crois que c'est ce genre déjà d'expérience très située, personnelle, qui a amené l'idée d'une espèce de truc, à l'époque, je sais pas si on pouvait dire fasciste, mais qui rappelait des épisodes qui venaient d'autres pays et d'autres époques, quoi. Et c'est là qu'est né cette espèce de syntagme flash fasciste. C'est-à-dire des moments, pas quelque chose évidemment de total, pas une expérience totale, mais simplement quelque chose de très diffus, très furtif, et qui quand même vous arrête, quoi. Arrête le sens. D'un coup, vous comprenez plus, ou vous comprenez trop. En tout cas, il faut ajuster peut-être la compréhension, justement, s'il y en a une qui est possible. Et le fait d'écrire, c'est ça aussi, c'est essayer, sans jamais vraiment réussir, d'ajuster la compréhension des choses et de ce qu'on vit. Et puis, il y a un peu plus d'1 an est arrivée la dissolution. Pendant 2 ou 3 semaines, il y a eu cette espèce de campagne électorale accélérée avant les élections, début juillet. Et tout le monde était à peu près persuadé, en tout cas là où j'habite, et puis dans le pays en général, que ça y est, c'était bon, c'était plus en 2027, c'était maintenant que le Rassemblement national allait avoir un Premier ministre, allait être aux affaires, comme on dit, allait diriger, gouverner le pays. Il n'y avait plus cette espèce, vous savez, au fur et à mesure que le temps avance, on repousse un peu l'échéance, on se dit, oh c'est bon, c'est en 2027, on a encore 5 ans, puis après on a encore 4 ans, puis après on a encore 3 ans, et puis 2 ans. Et d'un coup, il y a eu une espèce d'effet de rapprochement accéléré. Et il n'y a pas que moi, ni mes amis qui ont senti ça et qui s'en sont inquiétés. Ça a levé des inhibitions clairement là où je vis. Et il y a eu des gens qui jusqu'ici se contentaient, on va dire, de faire des blagues racistes entre eux au café, qui se sont lâchés, quoi, clairement. Il y a eu une espèce de soupape qui s'est levée et il y a eu plusieurs faits, dont un fait qui aurait pu être relativement grave quand même, qui a fait que ça a fini par déclencher l'écriture de ces petits textes. Pour faire quoi, en fait ? Parce
c'était assez angoissant finalement que d'un coup, dans une toute petite ville de province où vous vivez depuis 30 ans, où l'atmosphère est plutôt en général pas somnolente, mais plutôt relativement tranquille, d'un coup, il y a des espèces d'éclats comme ça que vous n'aviez jamais vus à ce point-là auparavant. Des gens qui parlent beaucoup plus fort, des gens qui... Vous voyez ce que je veux dire ? D'un coup, des choses, oui, surprenantes malgré tout, identifiables, croit-on. Et ça, je pose la question très souvent. C'est pas si sûr. Le fascisme n'est pas si sûr quand on est dans quelque chose d'encore assez diffus, assez incertain. C'est ça qui m'intéresse évidemment. Je ne donne pas de définition du fascisme, j'en ai pas. J'essaye juste de cerner quelque chose sans en fournir une interprétation définitive, jamais, je crois. Mais le fait de décrire ces petits moments, ces gestes, ces paroles qui font effraction dans votre vie quotidienne, ordinaire, ça permet tout simplement de dégonfler, de désenfler l'angoisse ou l'inquiétude. C'est ça que ça permet, ça destitue l'angoisse, quoi. Il y a un truc comme ça. Ça reste grave si vous voulez, mais c'est gravé. Alors, c'est un peu moins grave quand c'est gravé peut-être. Alors justement, à Craquer l'époque, nous avons l'habitude de demander à nos invités comment il ou elle qualifie l'époque. Et comme le veut la coutume, comment vous, Nathalie Quintam, nommeriez-vous cette époque ? Vivons-nous dans une époque fasciste ? Ah non, j'ai un peu dit le contraire. C'est que ça m'ennuie de mettre des grands mots sur c'est pas simplement parce que, oui, ce qu'on raconte, oui, bon, c'est pas les années 20, c'est pas les années 30, on a compris. Hein. Bon, on est dans une autre époque. C'est pas ça, c'est que si vous plaquez tout de suite des grandes notions, des grands mots, alors le fascisme, le totalitarisme, le je sais pas quoi, ça écrase ce que vous essayez de décrire et de comprendre. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de surtout pas commencer ni finir par les grands mots, les grandes notions, etc., mais approcher le sens sans jamais y céder, quoi, d'une certaine manière. En fait, le livre essaie de laisser la place, d'une part, évidemment, au fait que les lecteurs et les lectrices vont lire ces moments-là et eux-mêmes se dire « Ah ouais, là, elle exagère, elle le reconnaît, elle exagère. » Ou là, ouais, franchement, c'est chaud, là, ce qu'elle a vu. Voilà. Bon, il va y avoir une première réaction à la lecture comme ça. Et puis après, c'est vrai que l'idée, franchement, c'est que quand on a lu le livre ou quand on a lu une page du livre et qu'on sort, en fait, on ait un regard qui soit plus aigu sur la rue qu'on est en train de traverser, ce que dit la personne à côté de vous dans le café, etc. Ça développe une espèce d'acuité dans l'écoute et dans le regard que vous aviez peut-être un peu moins avant. Ça, c'est le grand... Si ça arrive à faire ça, c'est vraiment un peu super. Alors, dans différentes scènes de 70 fantômes, la narratrice semble être assaillie justement par le besoin d'identifier des signes de ce qui pourrait trahir un fascisme rampant. Ces signes sont parfois physiques. Vous parlez par exemple d'une coiffure avec une mise en pli, une personne qui porte des lunettes carrées. Des signes plus ou moins évidents pour ceux qui savent les reconnaître. Voilà, une croix de Lorraine, une croix celtique. Est-ce que cette méfiance généralisée est révélatrice d'un fascisme qui serait donc déjà là de manière implicite dans nos comportements ? Et en outre, est-ce que ce fascisme du quotidien préfigure déjà ce que pourrait être la société dans un régime autoritaire ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça développe une forte paranoïa quand même. Alors, je le suis peut-être plus que la moyenne, j'en sais rien, ou le fait de tout simplement d'écrire de la littérature rend peut-être paranoïaque encore plus, puisqu'on est tout le temps dans les signes. Mais c'est ça que ça développe. Donc, comment vous dire ? Reposez-moi votre question, parce qu'il y avait plusieurs questions dans votre question. Alors, est-ce que ce fascisme du quotidien, cette nécessité d'identifier des signes, en fait, elle préfigure pas déjà ce que serait la société dans un régime autoritaire ? Le fait de se juger en permanence ? Je sais pas vraiment si j'anticipe ou je remarque qu'on est tellement, vous savez quoi, je crois qu'on est tellement angoissé qu'il y a une flopée de livres de SF qui sortent depuis quelques années, et c'est pas de la SF au 34e siècle, c'est de la SF en mai 2026, quoi, si vous voulez. Hein. Plus ça sort, les romans de SF, plus ça se rapproche. Alors, et on va faire de la SF pour demain matin bientôt, hein, vous voyez. On est tellement angoissé qu'on essaye de prévoir l'horrible qui va se passer demain matin. La difficulté, c'est que j'arrive pas à anticiper du tout. J'arrive pas, puis c'est pas, je sais même pas si j'arrive pas, je pense que je le ferai très mal, tout simplement, et que ce qui me requiert, comme on dit, c'est vraiment le présent, qui est un truc qui n'existe pas. Bon, le présent n'existe pas puisque, comme vous le savez, c'est toujours déjà passé ou c'est toujours à venir. Et saisir de la manière la plus
juste, précise possible. Ça, là, ce moment présent qui est pas fasciste, on peut pas dire un mot aussi gros, c'est pas possible, quoi. Mais qui est pas non plus un grand moment de démocratie, vous comprenez? C'est pas non plus un grand moment de république sociale. Hein. On peut pas dire ça non plus. Donc c'est ça que j'essaye de capter. Et il y a un peu tous les degrés. Il y a un texte qui s'appelle non-synchronicité. Les périodes coexistent et même se juxtaposent. Et nous sommes des êtres juxtaposés et coexistants. Je suis en train de travailler, je travaille là-dessus depuis longtemps, depuis plus d'1 an, avec le réseau Éducation sans frontières dans la ville où je vis. Donc j'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. Je travaille avec les bénévoles, qui sont des gens plutôt âgés, qui s'occupent donc des réfugiés et en particulier des familles, qui s'occupent des enfants. Et je sais pas comment vous dire, eux c'est la République sociale. Je veux dire, c'est une gauche éthico-politique. En fait, il y a que eux que je connais qui soient comme ça. C'est une espèce de groupe de gens, un peu âgés, faut bien dire. Hein, la moyenne d'âge dépasse largement 60 ans, qui sont admirables. La plupart sont admirables parce que si vous savez, quand ils racontent l'enfer de la bureaucratie, par exemple, là vous vous dites, oh, là c'est un soviétisme intéressant hein, qui se profile à l'horizon. Et même qui se profile pas, qui est là. C'est un vrai soviétisme derrière les fagots, période Staline quand même. Hein. Merci Monsieur Retailleau. Il y a un portrait d'ailleurs de Monsieur Retailleau qui a une tête comme une petite pomme cuite. Je parle de Jordan Bardella aussi, mais je le fais par son pull. C'est-à-dire qu'il s'agit comment décaler ces grandes figures que nous connaissons tous là, qui viennent jusque chez nous d'une manière ou d'une autre, par les réseaux, par la télé, par la radio, parce que vous voulez, c'est difficile d'y échapper, on peut pas. C'est bien d'essayer d'en parler aussi, de les capter, d'en capter quelque chose. Alors Bardella, c'est son pull, donc je fais 2-3 pages sur son pull. Ce fameux pull qu'il avait, vous savez, quand il est venu dédicacer son livre, alors pas le dernier, mais celui d'avant. J'ai une photo en noir et blanc, voilà, avec un beau pull à col roulé, très chic, enfin un truc comme ça. Et donc je parle de ce pull. Et Retailleau, c'est une espèce de sensation de tête réduite, mais je le prends de ce côté-là. Et c'est pas, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas à charge tant que ça. C'est un truc du genre, voilà, c'est une tête réduite et il y a quelque chose de l'ordre des Shuar, là, de ce peuple qui réduit les têtes et lui, il a une tête réduite à force de réduire des têtes. Il y a un truc de cet ordre-là. Donc c'est comment aussi échapper à trouver une porte de sortie. Hein, en s'engouffrant dans quelque chose qui est de l'ordre d'une fantaisie aggravée. Il y a beaucoup de textes qui commencent mal, j'allais dire, ou qui commencent justement par un moment où on capte quelque chose qui ne va pas, et puis qui s'en sortent sur la fin dans presque une sorte de chute avec une sortie fantaisiste. Une sortie ou fantaisie au sens vraiment romantique allemand du terme, c'est-à-dire un truc sérieux, quoi, pas de la gnognotte. Enfin, j'espère. Alors, dans certains passages, on sent justement que la narratrice, elle développe donc cette fameuse méfiance, cette paranoïa dont vous parler, qui la conduit parfois, elle aussi, à devenir un peu intolérante. Par exemple, dans le passage « Merde, un con », elle est très dure envers un homme qui n'a pas attaché son chien, qu'elle rejette du côté des cons. Alors à la première lecture, j'ai trouvé ce moment un peu déstabilisant parce que j'ai eu l'impression que la narratrice adoptait elle-même un regard de mépris. Et en lisant une interview que vous avez réalisée avec la revue Collatérale, dans laquelle vous revenez sur ce texte, j'ai compris que vous cherchiez justement à montrer que cette intolérance peut toucher tout le monde, quel que soit le camp dans lequel on se situe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette rupture en fait du pacte de confiance entre le lecteur et la narratrice, elle arrive très vite. Alors que dans d'autres récits, comme Lolita de Nabokov par exemple, elle s'installe sur un temps plus long, ce qui permet donc de prendre du recul. Là au contraire, le texte est bref, presque frontal. Est-ce que c'est une manière pour vous de tendre un piège au lecteur pour l'obliger à interroger toutes les voix du texte? Ou est-ce que vous cherchez au contraire à brouiller les repères, quitte à ce qu'il n'y ait plus vraiment de voix à laquelle se raccrocher? Je crois que ce texte-là, il parle de... Je suis en train de balader le chien de mon beau-frère et donc il n'a pas attaché son chien, le chien se jette sur l'autre chien, c'est la catastrophe assurée. Le mec arrive et me dit « Ah mais c'est bon, hein, il ne mord pas les enfants. Hein. » Et là, la première phrase qu'il me dit, qui me vient à l'esprit, c'est « Ah putain, un con ». Et voilà, bon, ça c'est le point de départ. Mais le texte, il est sur autre chose en fait. Le texte, il est sur le fait qu'on se pose en miroir par rapport à que nous aussi on fait pareil. Hein. Et la deuxième partie du texte, si vous voulez, j'imagine que je suis ce monsieur chez lui, qu'on boit un verre ensemble et j'ai exactement la même attitude. Voilà, il croise les jambes, je croise les jambes pareil. Il a une photo de son chien au mur, etc. Il y a une espèce de bizarre complicité qui est due simplement au fait qu'on est en miroir comme ça. C'est quelque chose qui est très aussi
préoccupant. Parce que si vous voulez, il y a on va faire du campisme un peu. Le camp d'en face, il met la barre très haut, de plus en plus haut, dans la connerie, mais pas seulement, dans la connerie et dans la brutalité. Et c'est vrai qu'on a forcément une réaction d'imitation, en fait, de suivisme. Voilà, je vais être... T'es con, t'es brutal, je vais être encore plus conne et encore plus brutale que toi. Et c'est un texte un peu là-dessus, en fait. Vous voyez, bon, évidemment qu'on peut se poser des questions de théorie littéraire sur ce texte-là, mais ce qui me préoccupait, c'était vraiment ça, d'une part, et puis d'autre part, il n'y a pas une voix, en effet. C'est moi, c'est pas moi, c'est dans tous les livres que j'ai écrits, c'est moi, c'est pas moi. C'est ce qui m'accroche, ce qui doit accrocher le texte, c'est le détail, quoi. Le détail qui tue, j'allais dire. Et là, c'est vraiment de cet ordre-là. Et après, la voix, elle est sinueuse, elle est flottante, elle peut se perdre, elle peut se retrouver à un moment. C'est pas forcément ça qui est important. C'est pas un jeu de trouble. Je me suis pas dit tiens là je vais jouer avec le lecteur ou je sais pas quoi. C'est pas mon genre quoi. J'allais dire la période est maintenant trop. C'est pas une période si ludique que ça. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était un adjectif qui venait très souvent, ludique, particulièrement avec ce que j'écris puisque il y a toujours de l'humour ou très très souvent et un peu tous les registres de l'humour. Ça va de l'humour noir à l'humour jaune, rouge, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'était un adjectif qui était relativement, c'était encore la période, la fin de l'Oulipo, un peu les émissions de radio, tout le monde rigolait et tout. Et c'est une génération qui était très marquée, les années 90, par le côté ludique des choses, la parodie, l'idiotie, pas forcément seulement au sens Clément Rosset du terme, mais bref, je viens de là. J'étais identifiée comme ça au début avec les premiers livres. Ce qui est resté, c'est évidemment tous les registres de l'humour parce que c'est quelque chose qui est fondateur et très important et que je pourrais même pas dire d'où ça vient, tellement ça vient de loin, je crois. C'était une question de survie. Seulement là, je pourrais pas dire ludique pour ce livre-là parce que la période, elle est pas assez ludique, là. Elle est plus ludique, là. Justement, moi je me demandais si à des moments, comme vous décrivez ces flashs fascistes comme des choses qui venaient de l'extérieur, et à des moments je les voyais plutôt comme des choses qui pouvaient aussi nous coloniser, nous. Et donc je me demandais si c'était pas aussi une façon de nous rappeler qu'il fallait pas oublier de lutter contre nous-mêmes. Et merde d'un con, c'est ça, c'est que je viens moi-même, la voix là, le personnage qui est un chien devient elle-même une conne, enfin en tout cas, bien sûr. Il y a un numéro d'une revue là qui vient de sortir qui s'appelle Trou Noir sur les pulsions fascistes et qui pose clairement la question des pulsions fascistes chez nous, chez tout le monde, pas seulement chez ceux qu'on désigne comme tels. Bien sûr qu'il faut faire attention et que c'est un peu, faut pas aller trop vite. Qu'on défende l'antiracisme, qu'on soit antifasciste, ça nécessite de le dire selon la personne à qui on s'adresse. Devant la brie ou la brave, là, on peut dire je suis antifasciste et antiraciste, là on risque quelque chose. Ici, on peut commencer à discuter de ces étiquettes trop facile et qui nous dédouane. C'est compliqué ça. On est ici à la Gaîté Lyrique. Je suis arrivée, les jeunes de Belleville, quoi. C'est difficile de ne pas y penser. C'est la première chose qui m'est venue. On balaye vite devant notre porte aussi. Vous qualifiez vos ouvrages, souvent, car on vous force à le faire pour les ranger dans l'espace littéraire, de fantaisie réaliste, fantaisie que vous avez mentionnée tout à l'heure. C'est un terme que vous empruntez à Gérard de Nerval. Et donc, je me demandais ce qu'était que la fantaisie réaliste exactement, et surtout, qu'est-ce qu'elle pouvait vous permettre de créer et de faire, notamment dans 70 fantômes. C'est quasiment, il faut le prendre littéralement. Alors, si je suis passée par cette étiquette, si vous voulez, c'est peut-être sans doute pour éviter les questions sur est-ce que c'est du roman, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est... etc. Là, tout à l'heure, je vais lire un extrait, je crois, des sociographies de Christophe Hanna, qui explique que le champ littéraire, l'espace littéraire tel qu'il existe, c'est un peu comme une boîte de nuit avec un physionomiste à l'entrée. Voilà, c'est-à-dire, voilà, alors là, c'est du roman, là, c'est du théâtre, là, c'est les grands genres, qui sont très utiles pour ranger les librairies et éventuellement les bibliothèques. Après tout, moi j'ai une rangée théâtre. Franchement, je me suis pas trop posé la question, on se fatigue pas. À commencer par moi, je me suis pas fatiguée là, franchement. J'ai mis tous les textes de théâtre ensemble. J'ai bien vu quand même en commençant à publier des livres que les gens étaient un petit peu... Enfin, les libraires et les personnes qui avaient lu ces livres-là étaient des fois un peu troublées. Par exemple, tout au début, j'avais écrit un tout petit livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, DARC tout attaché,
qui était une sorte de... C'est un petit poème, une suite poétique sur la vie de Jeanne d'Arc qui commençait à la Bergerie et qui finissait là où on sait. Ça me semblait évident que c'était de la poésie plutôt, hein, même s'il n'y avait pas de vers. Donc déjà, c'est compliqué. Comprenez quoi, hein. Vous rentrez dans le machin, étiqueté plus ou moins comme poète, mais vous n'écrivez pas des vers. Même aujourd'hui, c'est compliqué, croyez-moi. En tant qu'enseignante, je passe bien la moitié de l'année à expliquer qu'on peut faire de la poésie sans écrire des vers et sans faire des rimes, mais c'est très compliqué. Et ce livre-là, Jeanne d'Arc, quelqu'un m'a dit, un ami m'a dit, tu sais, je le cherchais, je l'ai retrouvé au rayon histoire. Eh ben, ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc à un moment, je me suis dit, je suis tombée sur ce petit texte de Gérard de Nerval qui s'appelle Les Nuits d'Octobre, qui est un tout petit texte, comme ça, il se balade dans ces milieux 19e, il se balade dans Paris, il part de Paris, il a pas son passeport, parce qu'à l'époque, il fallait un passeport, et donc il va vers Meaux, donc à pied, donc c'est quand même assez loin, il se fait arrêter, garde à vue, et puis en même temps, il parle il parle d'une affiche étrange avec une femme mérinos, c'est déjà presque les prémices d'une forme de surréalisme, mais comme il est très très marqué par l'Allemagne romantique, il y a ça aussi derrière, il y a les balades, bon. Et là, il met fantaisie réaliste. Et je me suis dit, ben c'est ça, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est ça. C'est de la fantaisie réaliste. Et à l'époque, j'avais ajouté critique, parce que vous savez, on est à un moment, il faut bien stabiloter les choses, là. Parce que sinon, c'est dur, quoi. J'ai écrit très, très longtemps, publié très longtemps et je continue, évidemment, chez mon éditeur historique qui s'appelle POL, qui est un éditeur de poésie et de littérature, de romans. Et peut-être que c'est à ce moment-là aussi, je me suis dit, il faut que j'ajoute critique, parce qu'ils n'ont pas l'air de voir que les livres que je fais, ils sont un peu critiques. Et miracle, à un moment, donc, l'éditeur Éric Hazan de La Fabrique m'a proposé d'écrire à La Fabrique. Et là, à la limite, j'avais plus besoin. Parce que c'est une maison d'édition de gauche, identifiée comme telle. Donc, il n'y avait plus besoin. Alors, mais maintenant, le truc, c'est qu'à La Fabrique, maintenant, il faut que je mette bien fantaisie réaliste et de la littérature. C'est pas que de la politique. Donc, je rigole, mais j'en parlais tout à l'heure avec la dame qui a les livres, là. Je disais, il y a au mois de mai de cette année, hein, j'ai sorti un livre qui s'appelle Chemoul, un chat français, chez POL. Ok ? Bon, ça a circulé, ça va. C'est un livre sur mon chat, mais c'est un livre où c'est mon chat qui parle. C'est lui qui fait le livre. Donc, et alors, je suis venue ici là, pour la promotion de 70 fantômes à La Fabrique. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. J'ai quand même fait quelques entretiens, une demi-douzaine. Hein. Il n'y a pas une seule personne qui m'a parlé de Chemoul. J'attendais. Ça va arriver quand même. C'est un livre qui date du mois de mai, qui a un peu fait son chemin, qui était de... Bon, ils vont bien me dire, vous avez écrit Chemoul et après vous avez écrit ça. C'est bizarre, non ? Non. Il n'y en a pas un seul qui... C'est pas grave, je veux dire, hein, puisque j'étais là pour la promo de celui-là, ça fait rien. Mais quand même. Bah oui, Chemoul, un chat français, c'est un livre politique. Chemoul, qui dort en ce moment devant le feu de bois, c'est un chat... qui a des idées, voilà, qui a des trucs à dire, qui les dit. Et ça, des fois, c'est chemoulien, c'est félin, j'espère. Hein, Alors, au-delà des imaginaires chemouliens qui ont plutôt l'air sympathique, cette fantaisie réaliste, peut-être qu'elle peut nous être aussi un moyen de développer des imaginaires menaçants et inquiétants, hein, qui traversent aussi votre ouvrage. Je pense à certaines scènes de votre ouvrage où le texte est fracturé par l'irruption d'images violentes, comme par exemple dans Souvenirs des JO, où vous imaginez les violences qui pourraient arriver aux personnes qui ont participé à la cérémonie, dont Aya Nakamura et Philippe Catherine. Je cite: les ongles arrachés, les doigts trempés dans l'alcool à 90, le tronc découpé à la machette, les épaules macérées dans l'huile bouillante, le dos encastré dans une pierre, la pierre suspendue à 20 mètres, le tout à moins 50 degrés, farandulo en file indienne, tombant un à un dans la fosse, basculant de la tête, du corps, du cul, des pieds, ensevelis à la tractopelle, damés à la dameuse. Alors le souvenir désigne ici donc un passé assez proche, les JO, mais les dernières phrases, en file indienne, tombant un à un dans la fosse, pourraient renvoyer donc à un imaginaire de fascisme historique. Et ces images de violence peuvent à la fois se lire comme un écho du passé et une préfiguration du futur. Est-ce qu'il s'agit, par ce chevauchement des temporalités dont vous avez un peu parlé, hein, donc par ce chevauchement des temporalités et par la mise en scène de ces violences extrêmes, de créer un choc qui viendrait finalement prendre le contre-pied de ce fascisme dit ordinaire? Ouais, c'était vraiment le passage clairement le plus
sadique, qui est un rappel de ce que le fascisme s'attaque au corps, d'une part, et violemment au corps, fosse commune, etc. Et je pense que ce passage-là ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu au moins les Gilets jaunes. Je sais bien, alors pour avoir travaillé aussi sur dans un livre qui s'appelle La Cavalière sur les années 70, le début des années 70, je sais bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir attendu les Gilets jaunes pour avoir des gens éborgnés, attaqués physiquement, amputés, etc. Il y a un cas c'était, je crois, au début des années 70, Richard Desey qui a perdu un œil parce que la police de l'époque avait clairement visé sa tête et donc il a été éborgné. Hein. Donc c'est pas quelque chose d'absolument nouveau. Et puis vous savez bien qu'avant on tirait dans le tas quand même. Hein. La police tirait dans les manifestants à balles réelles, pas. Mais vivant l'époque dans laquelle on vit depuis quelques années, ce qui m'a vraiment surprise, dont j'ai fait état dans certains livres, c'est les attaques physiques. Vous avez entendu Sainte-Soline, c'est un cas emblématique, évidemment. C'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu un mort, hein, vraiment miraculeux. Et il y a eu des morts de toute façon dans d'autres manifestations. Donc moi, c'est ça qui m'a... C'est ça, ce texte-là, c'est les Gilets jaunes, 25 éborgnés. Les Gilets jaunes, 25 éborgnés. 5 mains en moins. Moi, c'est ça. Ça, c'est des corps, et c'est des corps qui sont vraiment... qui venaient manifester et qui ont été amputés. Et si je dois faire le tour de tous les morts des quartiers, on en est encore là demain matin. Donc en fait, c'était aussi après cette espèce de cérémonie des JO que j'ai aimé, je m'en souviens encore, et on en a parlé avec des amis à l'époque. Il y en avait qui chipotaient un peu. Je disais mais putain, mais vous vous rendez pas compte? Vous croyez qu'on va pouvoir voir ça dans 2 ans là? Mais accrochez-vous, c'est une espèce d'apax bizarre qui nous vient dans la télé quoi, et qui circule dans le monde entier. C'est un truc de fou. Et donc le texte est en 2 parties. Ce rappel des images emblématiques des JO qu'on a en tête, même si on n'a pas regardé la cérémonie en entier. Il y a Philippe Catherine peint en bleu, voilà, bon. Et la 2e partie, c'est ça. Ouais, c'est ça qui peut arriver. On va tous les prendre là et on va tous les mettre à la torture jusqu'au bout. C'est en effet un rappel de ce que le fascisme, le vrai, s'attaque au corps. Parce que c'est son truc, le corps, en fait. Hein. C'est son truc, vraiment. Pour le meilleur et pour le meilleur. Pour le pire. Pas pour le meilleur. Je vous propose que l'on écoute maintenant un titre que vous avez choisi, Fadaise de marbre de Stéphane Bérard. Je suis née là où l'herbe pousse en forme d'emblème, dans une vallée où chaque pierre connaît mon nom. Avant les cartes, les lois, avant les hommes, le sol déjà portait la France en haut de son front. J'ai vu les forêts plier le genou, alors que les clochers non. J'ai vu les plaines saluer le lever du drapeau. Mon enfance s'écrivait en sabre de roseau et en cahier taché. La République me parlait depuis son tombeau versaillais. Ma mère tricotait des frontières en silence. Mon père sculptait la langue dans le bois noueux des notions. On priait en grec ancien, mais on se battait en franc. Et chaque chanson disait: debout, debout, petit blé, tu es moisson. Je suis un fils de l'arbre, une branche, une brindille. Et alors? Tatoué au fer blanc.
Je mange du solstice avec du chocolat plein l'étendard. Et je pleure quand la Marseillaise ne résonne pas assez fort. Oh France, forge de l'âme, matrice comme la veilleuse quand on s'endort tout petit. On ne te comprend pas mais on te sert. Tu es le seul poème qui ne saigne pas, est en pleine forme et s'élève. Je veux des frontières pleines, dessinées au pastel. Je veux qu'on redise nos terres, nos fils, notre fioul. Qu'on ressorte les cartes, qu'on tremble devant les mots et qu'on suspende à nouveau les saucissons partout, les drapeaux aux écoles, toutes les écoles, même celles vétérinaires. L'école doit sentir la craie, la France et le salpêtre. On y récitera Maurras, Charles, debout, ventre rentré. Qu'on remplace les maths par l'étude des martyrs, tout mangé par des lionceaux. C'était Fadaise de marbre de Stéphane Bérard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Nathalie Quintane, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Eh bien, parce qu'il s'est laissé... Alors, le texte, c'est Stéphane Bérard et à la voix, il y a Stéphanie Molez. En fait, c'est un truc qui me fascine, cette histoire de dédiabolisation et de possession. Hein. J'avais déjà écrit un texte dans un livre qui s'appelle Les années 10, qui était une tentative d'être possédée par Marine Le Pen. Donc, c'était les élections municipales dans la petite ville où j'habite et j'avais imaginé, elle était venue d'ailleurs, elle était annoncée, elle venait soutenir le candidat FN à l'époque pour les municipales et je m'étais imaginé, enfin je l'avais suivi visitant les commerçants pour faire sa campagne, la campagne du FN dans la ville où je vis. Ce truc de dédiabolisation et de possession et le fait que cette famille Le Pen nous possède, qu'on le veuille ou non, depuis des décennies, quoi. Ça m'intéressait vraiment. Et là, Stéphane Bérard, il s'est laissé posséder un peu par Zemmour, hein. Enfin un truc comme ça, on va prier en grec ancien, vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment la musique contredit complètement ça vu qu'elle est branque à un point difficilement imaginable, mais il y a une série de textes comme ça où il se laisse posséder par toutes les conneries qu'on entend sur certaines chaînes, vous voyez ce que je veux dire, les unes après les autres, et il y aura des drapeaux partout, même dans les écoles vétérinaires, et vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un truc, ça reprend un peu l'idée de il y a eux, il y a nous. Ouais, comment on peut, nous, ne pas être d'une certaine manière possédés par ce bain de langage et de ce bain discursif dans lequel on est de toute manière pris, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est aller jouer de ce côté-là pour pousser à la rupture, à ce qui se passe dans la musique. En fait, la musique est complètement désarticulée et le texte aussi d'une certaine manière, mais il y a cette espèce de tentative de penser ça et de dire ça et de donner une forme à ça, au fait que c'est de plus en plus difficile d'échapper à cette espèce de truc ambiant, quoi. Merci beaucoup Nathalie Quintane. Donc c'était Craquer l'époque, un épisode enregistré en public depuis la Gaîté Lyrique. Merci à vous Nathalie Quintane et merci à vous qui nous écoutez. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, Les Champs Libres et l'Université de Rennes 2. Cet épisode a été enregistré en public à la Gaîté Lyrique et il est réalisé par Juliette Duclos-Valois et Alice Latouche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.